suis ravi d'accueillir Andras Boros, président fondateur d'Epsicap REIM. Exact. Bonjour Raphaël. Ça va? Ouais, très très bien. Par ce temps pluvieux? Par ce temps pluvieux, parisien. Eh bien, tu étais déjà venu dans mon émission de la confiserie de l'épargne à l'époque où je Ça tournais remonte un peu. à mon domicile. Exact. On dit tout. Ah, tu as, ouais, t'as beau chemin parcouru. Je grandis Voilà. Ouais, c'est très beau. Très avec sympathique. une petite boîte de bonbons Ouais, je vois ça. Epsilon. Très sympa. Non, non, bravo pour ton installation. Très sympathique. Eh bien, merci. Comme tu le sais, j'ai une habitude Oui. à la confiserie, c'est de faire jurer. Ah oui. Avant, j'avais je faisais oublié. jurer sur le magazine Mieux vivre votre argent, maintenant sur le COMOFI, Là, le c'est- Code monétaire et c'est- financier. C'est plus engageant là aussi pour passer un cap, j'ai l'impression. Donc, Andras accepte de dire la vérité, toute la vérité. Il dit je le jure parce que les murs ont des oreilles. Je le jure, car Les les murs murs ont ont des des oreilles. Est-ce que tu peux présenter ta société de gestion? Donc, moi, j'en étais resté à Epsilon Capital Ah oui. et je crois que ça a évolué depuis. Oui, bah là tout simplement, on a dû changer de nom il y a 6 mois maintenant. Alors comme je viens de jurer que j'allais dire toute la vérité, le changement de nom, c'est parce qu'on a fait une petite bourde d'entrepreneurs. Ça commence bien. Oui, mais bon, je suis obligé de dire la vérité. On a fait une petite bourde au moment où on a lancé la société de gestion, donc en 2021, D'accord. où on aurait dû être mieux entouré et on avait fait avec mon associé Léonard nous-mêmes les recherches sur les, tu sais, les noms de domaine, etc. Et il se trouve que là, 2 ans après, on a voulu déposer le nom et on a un confrère qui évolue dans un domaine, on va dire, adjacent au nôtre, pas dans l'immobilier, mais dans la gestion de fonds en Italie. Et ça ne lui a pas plu. Et donc, voilà, pour éviter des procédures payer des inutiles, millions. nous avons décidé de changer le nom. Voilà, on s'en serait bien passé, mais voilà. Donc, on est passé d'Epsilon Capital à… Voilà. Epsicaprem, on n'est pas allé chercher très loin, tu vois. On avait pas mal brainstormé sur partir sur autre chose. Et puis finalement, on est parti sur quelque chose qui reste dans le même univers. Et ça s'est fait, on va dire, a priori, j'ai l'impression que ça ne nous a pas trop embêtés dans les affaires. Donc voilà, on s'en porte pas plus mal. Bon, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de mots, de quelques chiffres Alors, ou pas hein, mais… non, mais on peut. Donc, alors, comme tu l'as dit, donc, on a une société de gestion qui est basée à Bordeaux, ce qui fait un peu notre petite spécificité, on va dire, Notre on a un peu les ADN. régionaux de l'étape, voilà. Donc c'est vrai que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on a quand même bien grandi, puisqu'on était, je crois, 3 ou 4 à l'époque, donc aujourd'hui on est 12 personnes. Et donc on a un fonds sous gestion donc, qui est Epsilon 360, dont je pense qu'on va parler un peu plus longuement aujourd'hui, et qui va arriver à 100 millions de capitalisation là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc oui, on a fait un petit bout de chemin depuis qu'on s'est vu. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux présenter ton parcours, mon cher Le Andras? mien. C'est mes nouvelles questions. Oui, Tu je étais vois, sur tu- l'ancienne Tu version. individualises. J'humanise un peu derrière J'humanise. ces produits immobiliers. Voilà. Est-ce que tu peux présenter ou représenter ton parcours Ouais. succinctement? Comment tu es arrivé à la SCPI? Ouais. Je pense que ça peut être intéresser ceux qui nous écoutent. Alors déjà, sur un plan un peu plus personnel, j'ai 46 ans, marié, 2 enfants. Et j'ai un parcours un peu hybride. Donc j'ai une première partie de carrière qui est plutôt plus financière, mais déjà dans l'investissement, on va dire, pour compte de tiers, parce que j'ai fait ce qu'on appelle du capital investissement, donc du private equity, comme on dit. D'accord. J'ai fait ça un peu une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai bifurqué dans l'immobilier, d'abord dans un univers très opérationnel, on va dire, parce que j'ai fait de la promotion immobilière, D'accord. plutôt pour des grands groupes, Kaufmann et Broad, Altaria, qui aujourd'hui est Confrère concurrent. oui, confrère concurrent, on peut le dire. Voilà, et ensuite j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, on va dire, et allier mes 2 compétences qui sont donc l'investissement et l'immobilier. C'est comme ça que j'en suis venu à lancer une société de gestion. Et ton retour d'expérience d'entrepreneur? Je suis vraiment très épanoui. Alors je pense que ce qu'on sous-estime peut-être quand on lance une société de gestion, c'est finalement, quand c'est sa propre société de gestion, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on gère l'épargne de
de milliers, même nous maintenant, on a à peu près 2300 associés et qui va être amené à grandir. Et c'est vrai que ça donne une certaine pression. Alors il ne faut pas que cette pression vous paralyse dans les choix d'investissement qu'on fait, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément quand on lance une entreprise de se dire qu'on va avoir le poids finalement. Donc ça va embarquer aussi la vie un peu des gens. Oui, exactement. Et puis pour de longues années. Donc tu peux pas, c'est pas comme une start-up que tu crées et puis ça marche pas. Voilà, c'est une fois que le stock est avec toi, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif, il faut le gérer. Si la confiance s'amplifie, et c'est notre cas, eh bien, il faut déployer. Tu promets en quelque sorte, même si ce n'est pas garanti, mais tu promets des perspectives de performance qu'il faut. Voilà. Et donc ça crée quand même un poids une certaine responsabilité, j'ai envie de dire. Et il faut être capable de le supporter et de le gérer au quotidien. Maintenant, c'est ma question Kesako. Oui. Est-ce que tu peux me présenter, c'est quoi Epsilon 360? Alors Epsilon 360, c'est, pour faire très simple, c'est la SCPI dit des small caps. Donc les small caps, c'est un mot qui existait, une terminologie qui existait puisqu'on connaît des fonds boursiers small caps, donc qui sont sur des petites capitalisations boursières. Et on est allé piquer ce mot, faut dire les choses comme elles sont, on est allé piquer ce mot à l'univers de la bourse pour l'appliquer à l'immobilier. Donc c'est on va dire une petite novation marketing parce que ça n'existait pas, mais c'est vrai que souvent nos amis anglo-saxons ont le don de dire en un mot que c'est un peu plus sexy de dire small caps que petits actifs immobiliers. Donc, mais c'est vraiment ça notre ADN, c'est d'essayer d'acquérir des actifs immobiliers qui sont un peu sous le radar de ce que font les plus gros investisseurs institutionnels, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et de constituer un patrimoine vraiment très granulaire, très diversifié, en achetant justement ces petits actifs. Donc voilà, ça c'est vraiment l'ADN du fonds. Donc comme je l'ai dit, on va arriver à une centaine de millions d'investissements pour environ 35 actifs. Donc ça te donne un ordre de grandeur de notre deal moyen, à peu près 3 millions d'euros. Donc on est statutairement, on a le droit d'aller jusqu'à 10 millions d'euros par actif. D'accord. Mais en réalité, comme je viens de te le dire, notre vrai terrain de jeu, c'est des deals entre 1 et 5 millions d'euros où notre concurrence, elle peut venir d'institutionnels, mais elle est quand même souvent le fait de family office ou d'investisseurs privés. Voilà. Donc c'est vraiment ça notre terrain de jeu. Vous êtes que français? Alors pour l'instant, on n'est que français. Vous êtes gaulois? Pour l'instant, on est gaulois, 100% du patrimoine, et on commence, je dois dire un peu timidement, mais on souhaite accélérer. On commence à regarder le marché espagnol, parce qu'il y a on va dire une proximité géographique avec Bordeaux, donc c'est relativement facile pour nous d'aller prospecter sur ces terres. Mais voilà, clairement, on n'est pas un fonds pan-européen. Parce que le marché est déjà très suffisamment doté là-dessus. On n'a pas de valeur ajoutée à apporter sur ce type de fonds. Donc on n'a pas vocation à devenir un fonds pan-européen. En revanche, tout ça, pardon, je t'en prie. Et dans la répartition de tes actifs, parce que vous êtes diversifié, donc voilà, on a compris small cap, c'est quoi à peu près la répartition? Alors pour l'instant, la grande majorité de notre portefeuille, c'est du commerce de périphérie et des locaux d'activité. C'est vraiment l'essentiel. Les bureaux aujourd'hui sont finalement assez peu représentés. C'est à peu près 20% de notre patrimoine. Donc on est sous-pondéré, on va dire, en bureau. On commence à y revenir parce qu'il y a tellement peu de fonds d'institutionnels qui achètent des bureaux qu'on trouve qu'il y a des bonnes opportunités aujourd'hui de manière un peu contracyclique sur le bureau. Donc on commence à y revenir. Mais c'est vrai que il ne faut pas oublier qu'on s'est lancé pendant le Covid, donc il n'y avait personne dans les bureaux. Donc c'est vrai que quand on a lancé le fonds, on investissait très peu dans les bureaux. Et voilà, et c'est vrai que je pense qu'on en reparlera, des valorisations, etc. Cette sous-pondération nous a aussi aidé pour maintenir on va dire, les performances et aussi les valeurs de la SCPI. Mais on n'a rien contre les bureaux. Au contraire, comme je te l'ai dit, on commence à y revenir de manière assez opportuniste, mais on commence à trouver des bonnes affaires dans ce secteur aussi. C'est ma question cash, parlons-en. C'est combien ça a rapporté Epsilon 360 en 2023? Est-ce que tu as un pronostic pour 2024? Alors 2023, le taux de distribution était de 6,25%.
Et pour 2024, alors c'est plus qu'un pronostic parce qu'on s'est, nous, très tôt, on s'est prononcé sur un objectif de performance qui est de 6,50%. Donc en augmentation. Donc en augmentation, oui. On voulait marquer une augmentation. Voilà. Donc pour l'instant, on est bien parti sur le premier semestre. Donc je crois que tu l'as dit en introduction qu'on fait des distributions mensuelles. Et aujourd'hui, les distributions mensuelles qu'on fait sont conformes à cet objectif. Donc voilà, l'année n'est évidemment pas finie. Il faut voir comment le recouvrement de loyer se passe. Mais so far, so good, comme on dit. Donc voilà, pour l'instant, on est bien parti pour tenir l'objectif. Mais l'année est loin d'être finie. Alors là, c'est une question vérité. Alors, elle est même pas salée. D'accord. Aujourd'hui, sur le marché des SCPI, il y a des SCPI dites à frais classiques. Donc, généralement, 10% de frais de souscription et à peu près 10% de frais de gestion. Il y a des SCPI qu'on vient de voir qui ont un peu le vent en poupe sans frais de souscription, avec des frais de gestion un peu plus élevés et des frais de… voilà, quand on achète des immeubles, en tout cas dites sans frais de souscription. Toi, tu as un modèle de 5%, donc un peu hybride, entre les deux, hybride au milieu. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce positionnement ? Oui, alors c'est un choix qu'on a fait qui était assez pragmatique. Bon, clairement, on a identifié comme nombre des nouveaux acteurs auxquels tu faisais référence qu'il y a un frein qui peut être important pour une population d'investisseurs qui sont les frais dits d'entrée dans les SCPI. Donc, on a vocation à être dans ces sociétés de gestion qui sont jeunes, parce que nous sommes relativement jeunes, donc on a envie aussi de suivre les tendances du marché. Donc on ne voulait pas être sur un modèle traditionnel avec des frais d'entrée élevés. Donc c'est vrai que c'était exclu d'être sur des 10-12% de commission de souscription. D'un autre côté, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, notre distribution, elle se fait à 99% par des conseillers en gestion de patrimoine, dont une partie c'est rémunéré à la souscription, parce qu'ils ont eux-mêmes des frais, il faut qu'ils gagnent leur vie, donc c'est normal, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. On a des loyers à payer, voilà, etc., etc. Donc, non, mais parfois les gens ne comprennent pas pourquoi on paye les conseillers en gestion de patrimoine, parce qu'il faut bien que leur travail soit rémunéré, donc c'est toujours une question qui me paraît assez incongrue. Donc une partie de ces conseillers en gestion de patrimoine, c'est encore une part prédominante en France, se paye à la souscription, et d'autres se payent sur l'encours comme sur des contrats d'assurance vie. Voilà. Donc voilà, il y avait un choix d'entreprise à faire qui était de prendre entre guillemets le risque de se priver. Si tu n'as pas de commission de souscription, évidemment, tu ne peux pas payer ces conseillers en gestion de patrimoine à la souscription. Et donc nous, le choix qu'on a fait avec mon associé Léonard quand on s'est lancé, c'est de ne pas se couper. Voilà, de se couper de cette partie de la distribution, de pouvoir accéder à l'épargne, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas mis à zéro. Parce que voilà, si on était à zéro, il fallait avoir, comme tu l'as dit, des commissions de gestion plus élevées et avoir sur un modèle se baser sur un modèle de rémunération sur l'encours. Voilà, donc qui est quand même aujourd'hui une partie de la distribution en France. Et pour nous, ça nous paraissait trop risqué. Donc on a fait quelque chose d'hybride. On ne s'est pas mis à 12 comme je te l'ai expliqué. On ne s'est pas mis à zéro pour avoir comme une commission de souscription pour pouvoir payer les conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitaient être rémunérés à la souscription. Et c'est un modèle, ma foi, qui semble fonctionner. Donc on est plutôt très satisfait du choix qu'on a fait. Après, il y a des modèles à commission de souscription 12% qui fonctionnent très bien. Comme tu l'as dit, des modèles à 0% qui fonctionnent très bien. Donc je pense que voilà, il en faut manifestement pour tous les goûts dans le marché, mais c'est vrai qu'on a un positionnement entre les deux qui semble également fonctionner. Super. On peut peut-être parler de ta collecte au premier trimestre. Alors on était à 12 millions d'euros, nous, sur le… Tu sais, comme ça marche plutôt bien, voilà, je me suis permis de rebondir. Oui, bien sûr. On est, nous, sur un rythme mensuel de l'ordre de 4 millions d'euros, là, qui est relativement stable. Ce qui est déjà plutôt bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de décollecte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sortie de capital et on a toujours la confiance des investisseurs. Donc alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a une structure, comme tu l'as compris, 100% entrepreneuriale. Donc quand on s'est lancé, on n'avait pas de deal avec des gros collecteurs, que ce soit des gros réseaux de distribution, des réseaux d'assurance, des réseaux bancaires. Donc aujourd'hui, nous, notre distribution, elle se fait exclusivement avec des cabinets indépendants de conseillers en gestion de patrimoine. Comme la boutique des placements. Comme par exemple la boutique des placements. Voilà. Ce n'est qu'un exemple. Voilà, mais ce n'est qu'un exemple, parce que nous avons un peu plus de 300 aujourd'hui partenaires. D'accord. Donc on met un peu de temps à bâtir ce réseau de distribution. On a la chance maintenant que le fonds a un peu grossi et que les performances
sont au rendez-vous, d'être en discussion avec un certain nombre de réseaux un peu plus importants, parce que notre but, c'est quand même de continuer à progresser dans cette collecte. Alors, je pense peut-être qu'on va en reparler aussi, mais pour nous, c'est très important que la collecte soit correctement dimensionnée par rapport à notre capacité d'investissement. Mais malgré tout, on en a encore sous le pied. Donc, je pense qu'on peut encore progresser par rapport à cette moyenne de 4 millions par mois. On en a encore un peu sous la pédale. D'accord. Donc, je te souhaite de continuer à progresser. Merci. Tu expliques dans ton dernier bulletin trimestriel que le marché est peu fluide. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du mal à ce que les transactions se fassent. Oui. Donc, le nerf de la guerre d'une SCPI, si elle collecte ces 4 millions par mois, il faut qu'elle achète des actifs. On a dit de taille moyenne de 3 millions d'euros. Est-ce que tu n'as pas peur, si tu ne trouves rien, que ça fasse plonger ou diminuer les rendements qui sont escomptés? Alors, c'est une excellente question. Alors, j'ai dit que le marché était peu fluide. Je n'ai pas dit qu'on ne trouvait rien. C'est peut-être un petit raccourci. J'ai peut-être caricaturé un peu la pensée, mais c'est l'écueil. Mais c'est l'écueil. Donc, alors, ce n'est pas moi qui dis que le marché est plus fluide. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui le volume, je parle de la France, le marché qu'on connaît particulièrement bien, le marché français, en volume d'investissement, il est en chute de 70% par rapport à la moyenne décennale. Donc, on est sur un marché qui va finir, l'année n'est pas finie, mais le marché de l'investissement en France, ça va peut-être atterrir aux alentours de 10 milliards d'euros cette année par rapport à 30, voire 40 milliards d'euros pour les grandes années. Donc, c'est rien. Donc, on est sur un marché qui est extrêmement compliqué, tout simplement parce qu'on a un environnement de taux où les taux sont montés très brutalement. Et finalement, assez rapidement, on a cette perspective de baisse des taux. Alors, ça reste une perspective parce que pour l'instant, elle n'est pas encore tout à fait là, même si on commence à sentir ce début, cette amorce de baisse des taux. Mais du coup, il y a des anticipations. Et ces anticipations font que quand les vendeurs pensent que les taux vont baisser maintenant assez rapidement, ils se disent je vendrai mon actif mieux dans 6 mois qu'aujourd'hui. Donc, en fait, il y a aujourd'hui encore des SCPI qui souhaitent que cette fenêtre où, soi-disant, on achetait tous à très très bon compte, ne se referme pas, et en même temps des vendeurs qui résistent. Parce que, effectivement, le marché des SCPI a décalé. Avant, pour être dans le top 5, il fallait distribuer 6%. Maintenant, pour être dans le top 5, il faut distribuer 7%. Et peut-être que dans 6 mois, il faut être à 7,50. Le problème, c'est que pour distribuer 6,5, 7, 7,50, il faut acheter à 7, 7,50, 8. Donc, en fait, il faut acheter plus vite que le délai de jouissance. Bon, enfin, c'est une course à l'échalote. Oui, mais le délai de jouissance, ça marche pour des fonds en croissance. C'est-à-dire que ça marche quand tu es un jeune fonds et que ton ratio de collecte sur ton stock est faible. Quand tu as un fonds établi, que tu pèses 1 milliard d'euros et que tu collectes 100 millions, c'est plus le délai de jouissance qui fait ta perte. C'est fini. Ça marche au début, c'est un artifice, mais ça ne marche plus. Donc, le fait d'acheter vite, oui, ça aide au début, mais à la fin, cet effet-là s'estompe. Donc, voilà, ce que je dis, c'est que sur le marché français, clairement, aujourd'hui, le marché est compliqué, c'est-à-dire que les process sont longs. Ce que tu dis, on a du mal. Déjà qu'en France, c'est toujours assez compliqué parce qu'il faut purger les délais de préférence des locataires, de la mairie, etc. Mais en plus, les process sont longs, les négociations sont longues, et c'est vrai qu'il y a aussi une pénurie d'offres, de dossiers de qualité. Donc ça, c'est un peu le contexte. Pour en revenir à ta question qui est très pertinente, clairement chez nous, la variable d'ajustement, ce n'est pas la performance, ça doit être la collecte. Alors on n'y est pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pipe, on est le passif et l'actif du fonds, c'est-à-dire la collecte et les investissements on est couvert jusqu'à environ septembre. Après, on fait des prévisions de collecte et clairement, il faut encore qu'on trouve des dossiers pour la fin de l'année. Si on sent qu'on n'y arrive pas, mais enfin l'année n'est pas finie, il nous reste pour closer des deals. En France, on a encore 2 mois de sourcing et en Espagne, on peut closer des deals en 2-3 mois, donc ce n'est pas terminé. Mais c'est vrai que si on sent à un moment donné dans notre business plan, dans les projections qu'on fait, qu'il va y avoir une inadéquation, il faut qu'on freine la collecte. Donc comment est-ce qu'on peut freiner la collecte? Il y a le délai de jouissance qui chez nous est très très bas. Donc pour nous, vraiment, l'obsession, c'est de protéger la performance et les associés déjà existants. Donc on ne privilégie pas les intérêts de la société de gestion au profit des associés. Donc on peut provisoirement augmenter le délai de jouissance pour protéger les associés et la performance, ou à un moment donné, on peut plafonner la collecte pour mettre en adéquation le montant du capital qui rentre et les investissements. On n'en est pas là. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac, mais c'est un point de vigilance. Mais ça veut dire que tu restes agile. Si besoin, tu pourras
On fera. C'est-à-dire clairement, la variable d'ajustement, ce n'est pas la perf. Donc, on ne va pas laisser rentrer du capital si on voit que ce capital ne pourra pas être déployé, ce qui nécessairement va impacter le rendement du fonds. Alors, dans les SCP, il y a dans l'immobilier locatif, il y a 2 moteurs de performance. Il y a les loyers qui sont distribués. Oui. C'est ce qu'on parle du 6,25 et même du 6,50 pour escompté pour cette année. Oui. Mais il y a aussi le patrimoine et la valorisation ou la dévalorisation. Donc nous, jusqu'à maintenant, on a plutôt vu les SCPI, elles ont diminué en tout cas un certain nombre en valeur de part. Oui. Mais toi, depuis le début, tu communiques sur des valeurs d'expertise qui sont supérieures à ton prix de souscription. On en est où aujourd'hui? Alors, c'est pas que je communique, c'est la réalité. Hein. Voilà, dans les bulletins trimestriels qu'on peut observer. Alors, effectivement, qui peuvent interpeller de manière positive. Oui, c'est vrai. Alors, c'est la 2e année consécutive où on a un écart entre, je ne rentre pas dans le détail, mais pour expliquer simplement de plus pédagogiquement. Il y a toujours cet écart entre ce qu'on appelle la valeur de reconstitution, d'une part, dans une SCPI, le prix de part. Sa valeur théorique. Voilà. Sa valeur théorique si finalement on réexpertisait le patrimoine à un instant T et qu'on devait racheter les mêmes actifs. Voilà, c'est ça la valeur de reconstitution. Et pour mémoire, il faut que le prix de souscription navigue dans un tunnel de plus ou moins 10% par rapport à cette valeur de reconstitution. Auquel on l'achète. Voilà. Et cette valeur de reconstitution, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas moi qui la fixe, ce sont des experts indépendants. Donc, en l'occurrence, chez nous, c'est la BNP, c'est le département d'expertise. D'accord, c'est vos experts d'expertise du patrimoine. Voilà, qui expertisent 1 fois par an, et maintenant, ça va être 2 fois par an à la demande de l'AMF. Donc, on va expertiser le patrimoine 2 fois par an. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils visitent à chaque fois, c'est une visite tous les 5 ans et une réactualisation, donc maintenant, tous les 6 mois du patrimoine. Ça va être la nouvelle règle. Et donc, on regarde si le prix de souscription est toujours dans ce tunnel de plus ou moins 10%. Donc, en ce qui nous concerne, fin 2022, cet écart était de 9%. Donc, le prix de souscription était décoté par rapport à la valeur réelle. On payait 9% moins cher que sa valeur théorique. Enfin, sa valeur d'expertise, pour faire simple. Oui. Donc, c'est comme si un appartement, j'essaye de reformuler très clair, tu as raison qui valait 100 000 € ou 100 000. Oui. Je l'achèterai à 90. Donc, a priori, je fais une bonne affaire. Je l'achète moins cher que ce que ça vaut. Voilà, c'est ça. En théorie. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'était fin 2022. Donc, moins 9. Moins 9. Donc, à ce moment-là, on aurait pu donc revaloriser le prix de part parce qu'on était largement dans ce tunnel. Il y avait un bout de gras. Voilà, on avait du gras, comme on dit. On ne l'a pas fait parce que les taux, on n'était pas dans l'environnement de taux actuel. Donc, il y avait encore une forte incertitude sur l'évolution des taux. Et on s'est dit, on va garder la cagnotte pour voir comment ça se passe. Fin 2023, rebelote, 9% d'écart, avec une perspective de taux qui baisse. Donc là, voilà, ce qu'on a communiqué au marché, c'est qu'à un moment donné, quand même, 2 ans d'affilée, vous êtes quasiment à la limite. Que vos actifs, ils n'ont pas baissé en valeur aussi, c'est ça que ça veut dire, de 2022 au 2023 C'est-à-dire qu'on les a plutôt pas trop mal achetés au début. Donc il y avait déjà un écart au début par rapport aux valeurs d'expertise. Et ensuite, effectivement, malgré la hausse des taux, les valeurs d'expertise se sont tenues. Alors pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai expliqué, des petits actifs, très peu exposés nous au bureau, pas de vacances sur le patrimoine et aussi l'effet de l'indexation des loyers. Donc là où il y a pu y avoir un effet taux, donc là où l'expert a dit que finalement quelque chose qui s'achetait 6, maintenant ça valait 7% de taux de capitalisation. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va perdre les auditeurs. Ça baisse un peu en valeur de part. C'est rattrapé par la valeur du loyer qui s'est indexé avec l'inflation, etc. Donc l'augmentation des prix a permis de neutraliser un petit peu la baisse des prix de l'immobilier. Voilà, exactement. Donc, voilà, pour reprendre le fil, donc 2e année d'affilée, on garde ce gras. Et donc là, ce qu'on a dit, voilà, on a l'impression que l'orage est passé. Donc maintenant, quelque part, cette valeur latente qui a été créée, on va commencer à la redistribuer aux associés. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'on a communiqué sur une performance globale, un objectif de performance globale de 8%. Et donc dans ces 8%, il y a le taux de distribution dont on a parlé, 6,50. Et le reliquat, c'est l'objectif de revaloriser le prix de part. Je laisse faire tous les auditeurs, les spectateurs la différence. C'est l'objectif de revalorisation de part qu'on se garde pour cette année. Donc moi, si je fais un calcul 8 moins 6,50, ça fait 1,5. Donc voilà. Je me dis que l'immobilier, ce n'est pas garanti, mais peut-être que la SCPI Epsilon pourrait se revaloriser d'éventuellement d'1,5% au cours de l'année. Oui, c'est l'objectif, oui. D'accord. Et quand ? Ça, je ne peux pas le dire parce que c'est un délit d'initié. On n'a pas le droit. Non. Sinon, on va en prison.
Peut-être pas en prison, mais ouais, je ne communique pas là-dessus. Oui. Donc en tout cas, est-ce que tu crois que, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, en tout cas ça va dans le bon sens, est-ce que tu crois que c'est la stratégie des small caps qui fait ça? Bah, c'est une part prépondérante, oui. C'est une composante. C'est une composante. Après, Parce que toutes les sociétés, enfin tous ceux qui ne achètent de font pas ça. l'immobilier, aujourd'hui Oui. ça a plutôt tendance un peu à baisser. Alors, Donc, non, mais nous, notre credo, c'est qu'on pense que désolé, hein, j'insiste Non, un non, peu, mais mais parce que c'est non, mais c'est vraiment une très très bonne singulier. question. Ce que je constate, par exemple, aujourd'hui, c'est que, par exemple, là, la fenêtre pour acheter à bon compte, parce qu'on a beaucoup de confrères qui disent qu'on achète à bon compte, ben, c'est finalement sur des actifs plus gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où il y a un manque de liquidité, c'est-à-dire que pour les gens qui ont la capacité et qui ont la stratégie d'acheter des actifs à 50, 100 millions d'euros, il n'y a pas d'acheteurs. Donc aujourd'hui, je vois effectivement des confrères qui font des gros deals à des taux canons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter un immeuble de bureau de 50-100 millions d'euros, Oui. il n'y a Plus personne. personne n'en veut, entre guillemets, Exactement. donc je peux l'acheter Voilà. à bon prix. Voilà. Donc je pense que faire des gros deals, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise stratégie, mais je trouve que c'est plus lié à des momentum. Et là, je trouve qu'effectivement, faire des gros deals, il y a un très bon momentum pour faire des gros deals parce qu'il y a moins d'acheteurs. Mais Moi, le mon manque de credo, peau, c'est pas du tout ton c'est pas du tout mon credo, mais moi, mon Toi, c'est les positionnement, petits. oui. Moi, c'est des C'est petits. sous les mais radars. Ce que je veux dire, c'est que nous, notre stratégie, elle est acyclique. C'est-à-dire que nous, quand on a lancé en 2021, les taux étaient à 0. et j'ai acheté quand même à 6,5%. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très important. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on pense qu'on a une stratégie. Quand je dis sous les radars, c'est qu'on sera toujours sous les radars. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un mouvement. Comme il y a un peu moins d'argent, on voit que quand même la taille moyenne des deals diminue. Mais demain, quand les taux vont baisser, la collecte va repartir. Et on sait que l'immobilier, c'est cyclique. La taille moyenne des deals va réaugmenter. Ben, nous, on va rester sur notre couloir de nage. Donc voilà, nous, notre stratégie, ce qui est très important, c'est que quand les gens viennent investir chez nous, ce n'est pas pour 2 ans. C'est pour Bah oui, la 10 ans, durée de 15 détention, ans, c'est 20 ans, voilà. une vingtaine d'années. Exactement. Des Donc SCPI. nous, notre credo, c'est de pouvoir durablement, et quels que soient les cycles, pouvoir acheter dans les meilleures conditions que dans le marché. Voilà. On le fait mieux quand le marché est ce qu'on appelle bullish, hein, c'est-à-dire que quand c'est la fête partout, eh ben, notre stratégie est particulièrement pertinente. C'est ce qui s'est passé en 2021-2022, quand les gens achetaient à 3, 4, 5%. Nous, on achetait quand même à 6,5, 7. Bah, aujourd'hui, on est un peu victime de cette stratégie parce qu'elle bouge moins, c'est moins résilient. Donc, on continue à acheter à 6,5, 7. Mais clairement, ce n'est pas extensible. Donc, on a plus de mal à trouver des deals à 7,5, 8, comme on peut le trouver. Voilà. Mais la roue va tourner. Bon, en donc, tout cas, voilà. c'est une SCPI plutôt acyclique. Acyclique, voilà. Si on peut, voilà. small cap, une autre Ouais. suggestion d'idée, la SCPI acyclique. Non, mais c'est un point qui est très plutôt important. pérenne. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie, elle est pertinente et elle permet de délivrer des rendements élevés, quel que soit le cycle immobilier. C'est quand même important pour un placement de long terme. Alors, ma question sous le capot, Andras, c'est est-ce que tu peux présenter 3 actifs emblématiques de la stratégie? Oui, on va faire un par catégorie d'actifs. Par exemple, on a acheté à Saint-Malo, enfin Dinard plus exactement, un supermarché Grand Frais. Ouais. Voilà, ça c'est assez représentatif de ce qu'on peut faire dans le commerce alimentaire. On a acheté récemment… Est-ce qu'on a le droit de dire la rentabilité? Alors ça, on l'a acheté il y a quelques temps maintenant. La rentabilité au moment de l'acquisition était légèrement supérieure à 6% et maintenant avec l'indexation des loyers, on doit frôler les 7% de rendement actuellement. Ok. Voilà. On avait Après Dinard, on part où? Alors Bordeaux. Bordeaux. On a acheté pourquoi pas, on va jouer à on achète domicile. bien là où voilà, jouer à domicile. Pas mieux qu'ailleurs, mais en tout cas, c'est bien d'avoir quelques actifs à la maison. Donc là, c'est une crèche. Voilà, donc on a acheté une crèche qui est louée à l'ancienne leader en France qui s'appelle Babylou. Ouais. Voilà. Donc ça, deuxième actif. Et ça, on peut dire encore la Alors ça, c'était rentabilité. Bordeaux, donc c'est pareil, c'est Ouais, un investissement un peu qui est vraiment plus un peu plus patrimonial. cher. Oui, Ouais. un peu plus patrimonial. Donc après, c'est une petite ligne dont le rendement aujourd'hui doit être de l'ordre de 6% D'accord. actuellement, avec pareil l'effet de l'indexation. Mhm. Et troisième actif, pardon. Alors là, c'est récent. Il se trouve que c'est encore à domicile. Où là, c'est des bureaux. Donc, j'essaie de montrer un peu. Donc là, c'est des bureaux qu'on a achetés en périphérie bordelaise et qui sont loués à la régie de l'eau. Donc, on va dire un établissement public. Ouais, comme la Lyonnaise des Eaux. Par exemple, voilà. Sauf que c'est une régie, donc c'est vraiment D'accord. voilà, donc c'est sous l'égide de la collectivité.
Et donc, c'est un bâtiment qui est loué dans le cadre d'un bail de longue durée, puisqu'il reste plus de 7 ans de durée ferme sur le bail. Et là, on a acheté avec une rentabilité de 7,5%. Donc, c'est pour ça que ça c'est bien. ça illustre, tu vois, le fait que des bureaux aujourd'hui, il y a quand même moins d'investisseurs qui y vont, mais qu'on arrive quand même à dénicher des actifs de qualité avec des bons locataires, avec des bons rendements. Et tout en restant sur le territoire français. Et en plus en restant en France. Andras, le temps passe. Oui. On arrive déjà à mes questions travaux pratiques. D'accord. Peut-être la plus redoutée de l'interview, en tout cas pour certains. Pour moi, oui, parce que comme je ne sais pas dessiner. Donc la question du Petit Prince, comment tu t'imagines, comment tu te représentes la SCPI Epsilon 360 à l'aide de ce tableau et de ces stylos? Alors je vais utiliser une... Ah non, tant qu'à faire. Vu que tu me laisses le choix de... J'espère que tu n'as pas trop d'attentes. Alors... Je pense que le... Je montre? On y va? Oui, vas-y. Attends, hop. Est-ce qu'on voit? Alors, est-ce que tu peux présenter ton dessin? Oui, alors ceci n'est pas une baleine volante, mais un avion. D'accord. Donc ça, c'est la mer. Ah, c'est la mer, d'accord. Oui, voilà, c'était censé représenter l'eau. Et ça, ce sont des nuages. D'accord. Donc, et c'est censé illustrer le fait que nous sommes sous les radars. C'est-à-dire que nous, comme on en a parlé, c'est une stratégie d'investissement qu'on a sous les radars, d'essayer de rester sous le radar des investisseurs institutionnels. Je m'en suis ouvert au début de notre échange. Et donc, voilà, cet objet volant non identifié qui vole au ras de l'eau et qui continue tranquillement sa route malgré les turbulences qu'il peut y avoir sur le marché. Donc, c'était un peu ça que c'était censé illustrer et symboliser ce magnifique dessin. Donc en dessous des radars, tu voulais dire aussi que par rapport à ceux qui achètent, tout le monde achète sur le même créneau et que toi, ça te permet d'être sous un ciel aussi un peu plus clément et plus facile. Oui, c'est d'illustrer finalement cette niche de marché parce que je pense que voilà, ce qui est important de retenir de notre stratégie, comme on l'a dit, c'est que c'est une niche et que surtout elle est acyclique. Je pense que c'est ce qu'on a. Voilà. Donc c'est une allégorie de ça, c'est peut-être pas très clair, mais... Non, voilà. C'est très clair, donc passer sous les radars. Et donc si tu devais résumer en une seule phrase ma question punchline, donc ta SCPI. C'est la SCPI des small caps. La SCPI des small caps, voilà, tout simple et efficace. Voilà, simple et efficace. Alors maintenant on arrive à ma question fair play. Si tu devais investir à titre personnel sur une SCPI confrère, ce serait laquelle ou lesquelles et pourquoi? Alors, comme on l'a dit, moi, je ne fais pas d'Europe. On n'a pas vocation à être un fonds pan-européen, donc ça ne me dérangerait pas d'investir dans une SCPI qui fait complètement autre chose que ce que nous faisons nous. Donc, je dirais Hirokozen. Ouais. Donc, c'est un modèle qui est très différent du nôtre parce que c'est du 0%. C'est un fonds qui est très européen, mais où je retrouve des ADN qui sont similaires aux nôtres, c'est-à-dire une volonté d'aller dans la mesure du possible sur des actifs pas très gros, en diversifiant beaucoup, et avec une performance qui maintenant, au bout de 3 ou 4 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont lancé, qui est au rendez-vous. Donc je pense que ça peut être... voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes créneaux, donc je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, complémentaire à ce qu'on fait nous. Très bien. Ma question, une de mes nouvelles questions, tu la connaissais pas celle-là, ma question anti-burnout. Tu dis voilà que tu avais une famille, comment gères-tu le pro et le perso? Faut être organisé, et puis en ce qui me concerne, je fais beaucoup de sport. Tu fais quoi comme sport? Moi, je fais du rugby. D'accord. Voilà. Donc ça permet de bien se défouler. De se vider la tête. De se vider la tête, et voilà, donc je pense que c'est important d'être quand même assez organisé dans son emploi du temps. Et voilà, en ce qui me concerne, en tout cas, il faut avoir un exutoire. Donc en ce qui me concerne, c'est le sport. Et alors, parce qu'on parlait avec Yann Vidcock de chez Transition Europe, lui disait qu'il regardait ses mails en vacances. Toi, en vacances, tu t'arrêtes tout ou tu...
Non, non, je regarde mes mails parce que malheureusement, enfin heureusement, la vie d'une SCPI ne s'arrête pas quand je suis en vacances. Donc non, non, je reste. Alors, je suis moins régulièrement sur mon téléphone que lorsque je travaille, mais non, non, je consulte mes mails le week-end et pendant les vacances aussi. Voilà. Bon, bah, j'essaye de réduire. Les associés sont rassurés. Voilà. Oui, alors oui, ma femme pas trop, mais les associés peuvent être rassurés, on ne débranche jamais complètement. Ouais. Bon, super. Et alors, quel conseil, maintenant que tu es un entrepreneur encore plus chevronné, puisque il s'est passé un petit moment depuis qu'on s'est vu la dernière fois, tu donnerais à des personnes qui, comme toi, voudraient franchir le pas et devenir entrepreneur? Entrepreneur dans la société de gestion, dans ce monde-là ou de manière générale? Parce que je pense que je ne suis pas très bien placé pour donner des conseils de manière générale sur l'entrepreneuriat, mais je pense que ce qui est quand même important, c'est quel que soit le business dans lequel on se lance, c'est de bien identifier les facteurs clés de succès. Donc ça va peut-être un peu… je ne suis pas en fait dans un angélisme où parfois c'est vrai qu'on entend des entrepreneurs dire voilà, si vous avez une idée, faut foncer, allez-y. Quand même pour réduire… Soit si vous êtes vraiment juste tenté par le fait de monter une entreprise, quel que soit ce qui leur devient après, mais si vous êtes là pour créer une entreprise dans la durée, pour qu'elle fonctionne, a priori c'est le cas des entrepreneurs, c'est bien quand même de bien identifier les facteurs clés de succès et être sûr qu'on a ce qu'il faut et qu'on coche les cases. Je m'explique, adapté à par exemple notre business. Pour nous, on avait identifié un facteur clé de succès qui était de ne pas démarrer un fonds sans mise de départ, c'est-à-dire sans qu'il y ait un peu un capital de départ. Donc nous, on avait, grâce au réseau qu'on avait sur Bordeaux, on a pu réunir un petit pactole qui était de 15-16 millions d'euros. Ce qui est plutôt beaucoup pour… Ce qui est plutôt pas mal pour des gens qui sortaient… Oui, des inconnus, on était des parfaits inconnus à l'époque. Et ça nous a permis d'amorcer la pompe, de faire des deals. Voilà, démarrer une société de gestion aujourd'hui, si on n'a pas ce petit pactole de départ, si on n'a pas une mise de fonds qui permet quand même tout de suite d'impulser une dynamique dans le fond, c'est quand même très compliqué. Donc voilà, moi le conseil que je dirais, c'est d'être lucide sur les facteurs clés de succès, qui sont différentes évidemment d'un business à l'autre. Dans l'autre, je trouve que voilà, démarrer un fonds aujourd'hui sans avoir une base d'investisseurs qui vous suit au début pour pouvoir montrer que vous avez un deal flow, faire des deals, je trouve que c'est très très compliqué. Donc voilà, bien s'entourer évidemment, bien s'entourer, ça c'est la base. Et comme ensuite, avec ton associé. Comme avec mon associé, Léonard, que je ne citerai jamais assez, sans lui je ne serais rien. Donc c'est beau. Bien s'entourer, c'est la vérité. Et deuxièmement, voilà, bien identifier les facteurs que tu sais, et une fois qu'on les a identifiés, être sûr qu'on coche les cases en face. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je te souhaite maintenant, Andras, pour la suite? En ce qui concerne la SCPI, en ce qui concerne la SCPI. Des deals, de la collecte et des deals, hein, c'est je pense que les deux ingrédients qui sont indispensables pour nous et surtout de pouvoir continuer à délivrer cette performance et à ne pas décevoir les investisseurs, les associés, les partenaires, enfin toute cette confiance finalement qui a été placée en nous, être à la hauteur de cette confiance. Ouais, mais bon, je pense que tu es plutôt bien parti, donc ouais, c'est plutôt un bel objectif, il faut continuer comme tu dis. Voilà. Et puis enfin, ma dernière question, ma question confiseur. Andras, tu es venu de Bordeaux, il faut une petite récompense, une petite sucrerie. Oui. Quels sont tes bonbons préférés? Alors, je pense que je ne suis pas très original là-dessus. Et en plus, je n'ai pas changé depuis la dernière fois, donc c'est toujours les crocos. Ouais. Donc voilà. Et ben, bonne nouvelle. Croco un jour, croco toujours. Et ben, hop. Et ben, c'est parfait. Ouais. Je te laisse récupérer. Tout ce gros paquet pour moi. Déjà un paquet. Merci beaucoup. Et ben, je t'en prie, avec plaisir. Je vais arrêter de faire du bruit parce que c'est peut-être pas bon pour le micro. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme on dit, partager avec les… Il me dit tout ce qu'il partage avec les équipes, mais je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Je vais peut-être… ouais, si, quand même. Je pense que je vais le ramener au bureau et ça va disparaître. Je pense que vu la quantité de sucre qu'il y a dedans, ça va être bien si c'est équitablement réparti sur 12 personnes. Donc, je pense que je vais ramener ça au bureau. Bon. Voilà. Andras. Merci Raphaël, merci beaucoup pour cet échange, toujours aussi sympathique. Ben, je t'en prie. Voilà. Merci beaucoup. Et ben, merci d'être venu nous voir. Et puis à la prochaine. Et puis à la prochaine. Dans 2 ans. Dans 2 ans. À peu près. Hein. Voilà. À merci bientôt. beaucoup. Merci.